Salut! Nous allons aborder l'un des grands mouvements de l'histoire de la pensée occidentale, un mouvement extrêmement vaste, puisqu'il n'a bien sûr pas existé qu'en littérature, mais qu'il implique également la science, la philosophie, la religion, etc. La société en général, j'ai envie de dire. Nous sommes au XVIe siècle et le mot du jour est l'humanisme. Humanisme. C'est un bien beau mot, je trouve. Commençons simplement, veux-tu? Dans humanisme, il y a humain. Bon, ok. Dans humain, il y a homme. On est d'accord. L'humanisme s'intéresse donc à l'homme. Mais qu'en dit-il? Allez, une première lettre. La lettre M comme milieu, tout simplement. L'humanisme cherche à remettre l'homme au centre des problèmes moraux, esthétiques, philosophiques du temps. L'humanisme se méfie des dogmes, c'est-à-dire des vérités préconçues, celles qu'impose par exemple le clergé de l'Église, celles qu'on cherche à imposer dans les milieux savants du Moyen-Âge. L'humanisme fait donc confiance à l'homme, à sa rationalité, c'est très important ça, c'est-à-dire à sa capacité de connaître au moyen de l'exercice de sa raison. L'humanisme affirme l'importance de l'éducation pour l'avènement des hommes libres, instruits et donc justes. Justice, raison, liberté. Pense donc un peu à, tu sais, ce passage de Gargantua, oui, dans Rabelais, là, où Rabelais fait la liste des enseignements que son père doit faire donner à son fils. La justice, la raison, la liberté. Mais d'où vient cette conception nouvelle? Oui, auparavant, au Moyen-Âge, une société féodale dominée par l'Église et par le pouvoir royal laissait peu de place à l'individu en tant que personne et ne lui conférait surtout presque aucun droit. Alors la question c'est, qu'est-il arrivé? Schklink! Oh! Comme origine. Je te rappelle que nous sommes à la toute fin du XVe siècle, c'est-à-dire des années 1400. Trois événements majeurs secouent le monde à la fin de cette époque. Le premier, je suis sûr que tu l'as en tête tout de suite. Ben oui, 1492, c'est quoi? La découverte de l'Amérique. Le monde s'avère soudain 2 fois plus grand que prévu. Et d'autant plus que le monde que l'on vient de découvrir, personne n'en parle dans les textes religieux, dans les textes sacrés. Aucune mention que le monde est 2 fois plus grand. Cette découverte est un événement important, elle remet fortement en question les certitudes de l'époque. Le deuxième événement, c'est la géniale invention, dans les années 1450, d'un génial personnage allemand qui est nommé Gutenberg, bien sûr. Et l'invention géniale, c'est l'imprimerie qui permet de diffuser largement les livres auprès des lecteurs. Tu te rends compte, l'imprimerie. Ça n'a l'air de rien aujourd'hui, mais à l'époque, c'est capital. Et je pense que c'est une invention qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Bref. Le troisième et dernier événement est, lui, en fait, un peu antérieur. C'est en 1453 et c'est la chute de la ville de Constantinople. Tiens donc. Et pourquoi? Oui, parce que bon, la découverte de l'Amérique, on comprend bien. L'imprimerie, on peut comprendre aussi. Pourquoi la chute de Constantinople en 1453? Je t'explique. Constantinople est une ville d'art et de pensée. Tous les auteurs grecs et latins y ont été recopiés, traduits, étudiés. Et la prise de la ville entraîne un mouvement de fuite des savants hellénistes, c'est-à-dire des savants qui parlent et qui étudient les textes grecs anciens, fuite vers l'Europe et surtout vers l'Italie. Et grâce à eux, l'Europe va redécouvrir des auteurs comme Platon, comme Aristote et leurs petits amis, qui marqueront désormais le développement de la pensée occidentale. Tous ces auteurs, anciens et nouvellement redécouverts, donc, vont apprendre aux hommes du XVIe siècle la philosophie grecque et latine et susciter un immense intérêt de leur part. Ces auteurs deviennent de véritables exemples. C'est la lettre suivante, comme donc
Exemple, les auteurs humanistes, entre autres Erasme ou Rabelais, s'intéressent donc de près aux auteurs grecs et latins qui, selon eux, sont porteurs d'une sagesse et d'une philosophie différentes de celle du christianisme et sont pour eux donc des exemples. Dans leurs œuvres, ils s'attachent à les imiter ainsi qu'à transmettre leur message philosophique, dirais-je. Les vertus conduisent au bonheur par l'exercice d'une vie sans excès. Et donc, ils vont préconiser ainsi une vie raisonnée, une vie axée sur l'étude assidue des auteurs antiques. Montaigne, encore lui, on parle souvent de Montaigne dans des lettres pour un mot. Montaigne connaît le grec et le latin parfaitement, et d'ailleurs il dialogue dans ses fameux essais avec des citations et des auteurs grecs et latins. L'humanisme donc, et ça c'est très important, porte son attention sur le texte. La lettre suivante, c'est un R. Un R comme réforme. Oui, la Bible fait également l'objet de travaux d'exégèse qui visent à en restaurer la signification originelle. Et on fait donc un effort de clarification du message religieux qui aboutit, à la fin du siècle, à cette fameuse réforme. Ce courant a donné naissance aux différentes formes du protestantisme. Tiens, une petite question. Connais-tu les principaux représentants de ce courant ? Ben oui, il s'agit de Luther et de Calvin, bien sûr. Alors, on en a fini, hein. Il n'y avait pas beaucoup de lettres aujourd'hui. Il y avait un M, un O, un E, un R. C'est très facile. Moore. Mort, on dirait en français. Mais oui, il s'agit de Thomas More. Thomas More qui est un philosophe humaniste anglais, qui est un ami d'Erasme. Et il est particulièrement connu pour son livre qui s'appelle Utopia. Il s'attache d'ailleurs dans ce texte à construire un système politique nouveau où la liberté des citoyens s'accompagne de vertu et de tolérance, d'un mode de vie en accord avec des passions raisonnées, donc humanistes, et la nature. Il s'agit d'un projet à la fois philosophique et politique où l'homme est le point de départ de la réflexion. Voilà, que dire encore ? Eh bien que l'humanisme est donc un mouvement extrêmement important, tu l'auras compris, où la conception nouvelle de l'homme rejoint une pensée du monde et l'émergence de nouveaux modèles littéraires et philosophiques qui sont donc hérités de l'Antiquité. Voilà, bon travail, bonne lecture. Et un prochain numéro des Lettres pour un mot. Allez, salut.